Bonjour à tous, bienvenue sur Assurance TV. Ravi de vous retrouver en ce début d'année 2020 pour ce plateau Assurance TV, Assurance Santé et IoT, la grande désillusion. Point d'interrogation. Vous le savez tous, les objets connectés s'intègrent dans nos habitudes de vie quotidienne, automobile, domicile, santé. Dans le secteur de l'assurance, il y a quelques années, l'IoT présentait un potentiel de déploiement majeur. Aujourd'hui, il semblerait que nous soyons encore très loin des déploiements à grande échelle de services liés à l'IoT proposés par les assureurs. Parmi la multitude des objets connectés, 3 types de produits intéressent les assureurs. Le secteur de l'assurance automobile, bien sûr, avec l'apparition de la voiture connectée capable d'évaluer le style de conduite de l'assuré et les risques qu'il encourt au volant. L'assurance habitation est considérée par certains comme le second marché. La maison connectée est une maison plus sûre. Elle peut alerter en cas d'intrusion, de fuite ou de court-circuit par exemple. Et enfin, objet de notre débat, l'assurance santé, marché préempté à travers les objets connectés capables de mesurer en continu l'état de santé d'un utilisateur, suivre un patient pour ses problématiques de santé, inciter les Français à adopter un meilleur comportement alimentaire en matière d'activité par exemple, afin de limiter son risque maladie ou d'accident. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que nous consacrons ce plateau Assurance Santé et IoT, la grande désillusion, point d'interrogation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Hélène Campourcy. Bonjour Hélène, vous êtes CEO du Mantex, on en parlera tout à l'heure. Isabelle Guéguin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes responsable du marketing et de la communication de Diabnext, une start-up, c'est ça ? On en reparlera également tout à l'heure. Et enfin, Jean-François Tripodi, vous êtes directeur général de Carte Blanche Partenaire. Bonjour Jean-François. Bonjour, merci. Alors, on va commencer par le représentant sur ce plateau, en tout cas des assureurs, puisque Jean-François Tripodi, Carte Blanche Partenaire, accompagne près de 8 millions de Français via leur complémentaire santé sur leur parcours de santé. Vous avez probablement, vous nous le direz, une vue globale du comportement du marché de la complémentaire santé lié à l'IoT. Les propositions de services via les objets connectés du secteur de l'assurance en termes de services et d'accompagnement sur des problématiques de santé, prévoyance ou même de dépendance se font un peu attendre, non ? Est-ce que c'est votre point de vue, Jean-François ? Oui, je partage cette rapide analyse. Effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, l'offre foisonne. Il y a beaucoup d'industriels ou de start-up qui sont dans des offres et des propositions. Malheureusement, ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée de ces offres. Est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose à l'assuré, voire à l'assureur ? Il y a eu une époque un peu du waouh, c'est super, enfin quelque chose qui est moderne, technologie, etc. Maintenant, il faut arriver à des scénarios où l'utilisation va être durable, acceptée et qu'elle apporte un réel service. On en est aux prémices, on n'est pas encore arrivé là-dessus sur quelque chose qui est vraiment sur du long terme. Je crois que quand on parle d'objets connectés et de santé, il faut aussi différencier 2 grands pans de cette activité. La première, c'est la prévention. On est plutôt sur du bien-être, du bien-vivre. Et là, on collecte des informations et puis on améliore sa qualité de vie. Mais il y a aussi les maladies chroniques. Et là, c'est autre chose. On est sur de la captation d'informations de santé assez importante. Et là, à notre avis, c'est plus une collaboration étroite, une coopération étroite, on emploie le mot que l'on souhaite, entre l'opérateur de santé qui suit son patient, et le patient, pourquoi pas assuré, avec qui on va accompagner, qui va utiliser des outils technologiques pour assister à la capture d'informations, d'indicateurs de santé qui vont permettre aux professionnels de santé d'être en plus rapide réaction si besoin. Et donc, à notre avis, ce n'est pas à l'assureur spontanément, dans ce cas-là de maladie chronique, de proposer un outil, mais c'est plutôt un partenariat, voire tripartite, avec un professionnel de santé qui doit accompagner son patient dans cette nouvelle organisation de la relation entre le patient, l'assuré et pourquoi pas l'assureur. Donc en primo intention, si je vous suis, les applications pour les assureurs de l'IoT doivent s'orienter plutôt sur le bien-être. Sur le bien-être et sur de la
prévention au sens général du terme, hein, je ne vais pas repartir sur prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais plutôt sur la primaire, sur la promotion de la santé au sens propre du terme, hein, et non pas obligatoirement sur des maladies, des pathologies à long terme et trop lourdes. Alors Hélène, maintenant vous avez organisé deux workshops sur ce thème-là. Hein. Vous dirigez une structure Humantex qui redesign l'expérience client. Vous connectez l'humain, la technologie dans tout leur écosystème innovant, c'est bien ça? C'est ça. Pour effectivement accompagner leur transformation opérationnelle. Donc vous avez organisé il y a quelques semaines, lors du T-Day, deux workshops sur ce sujet, assurance santé et objets connectés, avec des professionnels du secteur. Donc vous allez nous donner un peu de feedback. Donc quels sont les premiers enseignements de ces deux workshops, Hélène, et est-ce que surtout les assureurs voient toujours ce potentiel dans l'IoT par rapport à la réactivité d'aujourd'hui d'assureurs santé? Alors oui, on a organisé deux workshops en intelligence collective, très rapides puisque c'était 2 fois 1h30 avec des professionnels justement de l'assurance santé sur comment on allait imaginer ou réinventer les usages des objets connectés et du coup quel concept on peut en sortir pour que ensuite ça puisse devenir éventuellement une offre proposée par un assureur. Alors ce qui est intéressant, c'est que on est parti d'un persona parce qu'il fallait prendre un prisme qui s'appelle Camille, une sportive et une balance connectée, et nous avons cartographié ce qu'était l'écosystème de cette balance connectée pour en sortir 5 grandes thématiques qui pourraient poser réflexion et plus de 60 usages. D'accord. Ce qui est quand même intéressant parce qu'ensuite on a travaillé sur 9 concepts qui pourraient, avec plus de travail et plus de maturité, peut-être poser une question d'une offre de service pour les assureurs. Alors pour répondre à la question de est-ce que les assureurs santé aujourd'hui voient un intérêt et du potentiel dans les objets connectés, je pense qu'à travers ce que j'ai vu, oui, il y en a un. Il y en a vraiment un et ils ont raison parce que les objets connectés aujourd'hui c'est une vraie innovation de rupture qui va changer la vie des consommateurs. De nouveaux usages vont naître à travers l'utilisation de ces objets connectés. Et quand on regarde ce que dit certains, en tout cas sur le marché, si on prend McKinsey dit à 2025 c'est un marché qui fera plus de 11 milliards d'euros. Ensuite, 11 milliards de dollars, pardon. Et puis, Gartner dit c'est l'innovation de rupture des 5 prochaines années. Donc effectivement, vu sous cet angle, difficile de dire qu'on n'est pas potentiellement intéressé. Et quand on couple ces objets connectés à la nouvelle connectivité universelle, au cloud, au big data, qui vont aider effectivement à repenser et à mieux comprendre l'environnement, les clients, c'est évident que les assureurs, ça, l'ont bien compris. Et c'est une façon aussi pour eux d'utiliser ces objets connectés pour avoir une relation quasi permanente avec les assurés, chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ils l'ont sur des moments, ce qu'ils recherchent, ils l'ont sur des moments sporadiques, des moments précis, mais c'est une façon aussi de réfléchir à comment on peut recréer une relation à valeur ajoutée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à appréhender le sujet. Peut-être parce que c'est nouveau, donc difficulté à d'un côté appréhender l'objet connecté et ses usages pour les transposer en service. Et je pense que c'est encore un territoire qui est à explorer parce que c'est malgré tout nouveau, tout le monde n'a pas d'objet connecté et à un moment donné il faudra regarder de plus près pour voir quel type de valeur ajoutée l'assureur peut proposer à ses assurés, bien évidemment, mais aussi en tirer parti de son côté. Il y a 3-4 ans, on voyait dans les objets connectés, les assureurs voyaient une espèce de choses assez excitantes. Tous se sont un peu rués sur les objets connectés. Donc, effectivement, il y a toujours ce potentiel que vous estimez. Après, il y a peut-être besoin d'un peu de travailler. Jean-François, c'est vous qui observez le marché et vous connaissez très bien la complémentaire santé. Il y a besoin de temps ? Oui. Les objets connectés sont une des réponses. Ce que peut constater aujourd'hui sur le marché, c'est que la réglementation a énormément normé les garanties santé. Le statut de l'entreprise d'assurance santé, que ce soit une mutuelle, une IP, une compagnie, ne fait plus de différence par rapport à un assuré lambda, et la différence des garanties n'existe quasiment plus. Donc ce sont les services qui font la différence, et dans les services, il est évident que les objets connectés en font partie de façon intégrante.
Donc vous confirmez cette nécessité de s'orienter vers effectivement d'y travailler, de travailler, d'élaborer, concret. De toute façon. Alors nous avons invité aussi, bien sûr, pour compléter ces points de vue, une start-up afin qu'ils nous fassent partager leurs expériences avec les assureurs santé. Vous allez nous en parler, Isabelle. Donc Diabnext. Diabnext s'intéresse au suivi du diabète, donc là on n'est pas dans le bien-être que vous évoquiez tout à l'heure Jean-François, par une solution complète et automatique de télésurveillance afin de prévenir les complications et les hospitalisations liées à la maladie. En quelques mots d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la proposition de valeur que vous apportez aux assureurs? D'accord. Alors donc Diabnext, c'est une solution qui permet de faire donc, de la télésurveillance des patients diabétiques. Ce qui va nous différencier sur le marché, c'est d'une part que nous sommes automatiques. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails de la maladie, un patient diabétique doit se suivre en enregistrant manuellement, grosso modo, une centaine de données par semaine. Ces données, ça va être sa glycémie, ça va être ses injections d'insuline, ça va être ce qu'il va manger en glucides. C'est un fardeau, en fait, pour lui, parce qu'il doit faire ça tous les jours. Donc on vient soulager ce quotidien en récupérant automatiquement ces données, en les envoyant sur son application, et en les envoyant ensuite aux professionnels de santé qui le suivent. D'autres particularités aussi, c'est que nous sommes universels et qu'on va s'adapter à quel que soit l'équipement du patient. On va s'adapter à son équipement pour récupérer la donnée. Et donc, dans un seul endroit, une seule application, une seule plateforme, on va avoir toutes ces données qui vont être réunies, qui vont donc permettre de faire une télésurveillance intéressante, non seulement à partir de données qui sont exhaustives et précises, et aussi parce que le professionnel de santé n'a pas à changer de plateforme en fonction de l'équipement de son patient. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, Diabnext est remboursé par la CNAM dans le cadre de ETAP. ETAP qui est un programme de télésurveillance, pour les maladies chroniques, dont le diabète. Rentre dans ETAP environ 30% des diabétiques. L'offre aux assurances, justement, est d'aller, parce que ça ne veut pas dire que les autres diabétiques n'auraient pas besoin d'un suivi en télésurveillance. Ouais. De nombreuses études ont montré qu'effectivement la télésurveillance permettait d'améliorer un des indicateurs que l'on suit, c'est l'hémoglobine glyquée. Donc ça permet d'améliorer l'hémoglobine glyquée des patients diabétiques et donc d'éviter complications, hospitalisations, qui veut dire coût. Donc c'est aussi une offre pour se différencier sur le marché. Voilà. Comment la voient les assureurs, cette offre, justement? Est-ce que vous travaillez déjà avec eux? Alors on travaille effectivement aujourd'hui avec des assurances privées, que ce soit nationales ou internationales, qui s'intéressent effectivement à proposer une offre pour se différencier, puisque là on est sur une maladie, une ALD, donc normalement prise en charge par le régime général. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se différencier sur une ALD avec une offre de télésurveillance. Qui va permettre donc de baisser les coûts, mais aussi d'améliorer la santé des assurés. Aujourd'hui, vous avez des assureurs qui proposent cette offre-là? Alors, c'est en mode... Nous, on est très récents sur le marché. Donc, oui, vous disiez en France, c'est 2018, c'est ça? Voilà, absolument. Et l'offre de télésurveillance avec les professionnels et nos premiers patients étapes date de 2019, mi-2019. Alors, vous avez quand même des relations avec les assureurs aujourd'hui. On sent qu'il y a une traction forte de la part. Il y a une traction, est-ce qu'il y a de l'action? Alors oui, il y a de l'action puisqu'il y a des choses qui vont être mises en place, que ce soit en France ou que ce soit en Europe. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas en dire trop. Oui, vous pouvez pas faire d'annonce. Effectivement, on est vraiment en contact avec et des relations, on va dire, solides avec des assureurs qui veulent vraiment proposer quelque chose de l'ordre de ce que je viens de vous dire. Et vous les sentez déterminés à le faire ou pas? Oui, absolument.
d'abord parce qu'il y a ce besoin de se différencier, et puis aussi il ne faut pas non plus sous-estimer ce que font ou ce qu'on fait, on va dire historiquement, les assurances privées dans le domaine de l'innovation et de l'IoT. On prend tous les capteurs de glycémie connectés, on prend la glycémie en continu aujourd'hui, qui est une véritable révolution pour les malades du diabète. Avant que ce soit pris en charge par l'assurance, par la caisse d'assurance maladie, ce sont d'abord les assurances privées qui les ont proposées à leur assurés. Donc ils sont précurseurs. Ils sont précurseurs. Pour moi, l'assurance privée est dynamique dans le marché de l'IoT. Donc vous êtes optimiste sur l'intégration de vos services au sein de l'assurance santé en France? Absolument. Jean-François, un petit commentaire par rapport à... Vous parliez tout à l'heure plutôt d'applications liées au bien-être. Là, on est sur une pathologie de type ALD, donc relativement lourde en termes de coûts et de conséquences pour l'assuré. Le diabète est peut-être un cas particulier parce qu'effectivement, il demande un suivi et que la connexion des équipements liés à prise de mesure du diabète est quand même une histoire qui date de quelques années. Et donc, mettre en place des outils qui facilitent la vie plutôt aux professionnels de la santé aussi, parce qu'il va n'y avoir qu'un seul outil à regarder, c'est sûrement pertinent. Après, la question qu'il faut se poser, c'est sur le long terme et l'intérêt de l'assurance santé sur le long terme. Alors, on sait très bien qu'un assuré qui est couvert à 100% par la Sécu sur une maladie longue durée coûte plus cher à l'assuré santé pour tout le reste, pour ce qui n'est pas couvert par la 100% santé. Donc, est-ce que le fait d'avoir un suivi de diabète plus fin, plus régulier, plus sûr, va apporter à l'assurance santé un gain sur des prestations remboursées autres que le diabète, qui ne sont pas pris à 100%. Si c'est ça, il y aura sûrement des réussites parce que l'assureur il va un gain économique. Ou alors c'est juste et uniquement l'effet waouh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, je vous offre un service, c'est bien, je l'offre gratuitement. Vu les résultats des assurances santé aujourd'hui, j'ai un peu de doute sur la gratuité continue de produits assez lourds. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre et voir comment ça va se passer. En tout cas, là, on a un usage concret. Hélène, vous parliez tout à l'heure de manque d'usage en fait appliqué à l'assurance des objets connectés. Là, on a un problème d'usage. Et vous signaliez tout à l'heure, Hélène, et je voudrais faire rebondir à nouveau Jean-François sur cette question, qu'on avait l'impression que c'est ce qui manquait à l'assurance, c'est de trouver des usages qui était la première difficulté des assureurs à intégrer les objets connectés dans leur stratégie. Jean-François, vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est tout à fait ça. C'est l'usage qui est primordial, c'est-à-dire, pour dire des questions simples, c'est qu'est-ce que ça m'apporte au jour le jour, en quoi ça me facilite ma vie au quotidien, c'est ce que vous avez dit, hein, donc on y est. Souvent, on se rend compte qu'un service n'est pas utilisé parce que c'est son utilisation qui n'est pas pratique. Et donc, si le plus beau service du monde, s'il ne répond pas à un critère d'utilisation, une facilité d'utilisation, ben, il ne sera pas utilisé, même s'il a volonté à rendre un très bon service. Ensuite, il ne faut pas oublier que les IoT, c'est la capture d'informations de santé. Il faut aussi que ces appareils, la technologie, soient sûrs. Il faut qu'ils captent des bonnes informations, qu'elles soient sûres, pérennes, certaines. Il faut qu'on soit certain de la qualité à la fois de la mesure et de son transfert. Je vais faire la comparaison avec les applis santé. On en parle souvent. Il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Peut-être trop d'ailleurs. Peut-être trop. Certaines sont téléchargées et la plupart, quand elles sont téléchargées, ne sont plus utilisées. Mais le coût est moindre. C'est autour d'1 euro souvent, on va dire. Je disais tout à l'heure, la technologie des IoT n'amène pas ces prix-là, quoi. Donc il faut que quand l'achat d'un IoT qui soit offert par sa complémentaire santé, qui soit acheté personnel, soit rentable. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des appareils que derrière on ne va pas utiliser et laisser au fond du tiroir. On n'est pas dans la même logique que le modèle des applications. Il faut que la valeur ajoutée soit réelle par rapport au coût que cela apporte. Un rebond peut-être, Hélène, par rapport à ce qui a été dit lors du TIDE? Je partage complètement ce que dit Jean-François. Aujourd'hui, tous les usages ne sont pas connus. Donc,
ce que je pourrais dire, c'est adressons-les. Créons un laboratoire d'expérimentation, enfin d'exploration et d'expérimentation, et commençons par observer. C'est-à-dire que c'est à ça que servent des méthodes et des pratiques qu'on a aujourd'hui, comme le design de service, qui est de dire mais qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est cette relation qui s'établit entre l'assuré et l'objet connecté? Parce que c'est uniquement une fois qu'on les aura compris, et peut-être même qu'on les aura vécus, qu'on sera en capacité de proposer des services aux assurés qui soient cohérents. Proposer un service ou une appli, il y en a vraiment beaucoup trop, c'est pas utile. Donc, où est l'utilité? Parce que si l'assuré ne voit pas son utilité par rapport à cette proposition, ça n'aura aucune valeur. Maintenant, pour aller aussi plus vite, c'est transposons. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres industries? Comment on peut transposer ce qui se passe dans d'autres industries dans celui du secteur de la santé? Et puis regardons aussi de plus près, Jean-François le disait tout à l'heure, les fabricants. Les fabricants, pourquoi ont-ils créé ces objets connectés? Quels sont les services aussi qu'ils proposent avec ces objets? Et réfléchissons à des services de différenciation qui soient des services peut-être connexes ou complémentaires. Alors, vous avez évoqué déjà effectivement la problématique de l'usage et de l'utilisation des objets connectés vus par le prisme des assureurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de modèle économique? Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Isabelle, dans les relations que vous avez au quotidien avec les assureurs en France, est-ce que finalement leurs engagements ou leurs investissements IoT ne voient pas ça que comme un centre de coût, alors qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, c'est une question, trouver un modèle économique pérenne peut-être dans ce type d'application? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, mais c'est probablement dû aussi au système français qui fait qu'on voit davantage le coût que ce que cela peut rapporter. Juste pour rentrer précisément sur le diabète, mais je pense que ça doit être à peu près pareil sur d'autres maladies chroniques. Aujourd'hui, la CNAM dépense 10 milliards d'euros par an pour le diabète, 2,7 pour les médicaments, les rendez-vous chez le diabétologue, et 7,3 pour les complications et les hospitalisations. 70% du coût est lié aux complications. Absolument. Donc, complications qui sont dues à un mauvais suivi. Et donc, d'où la mise en place de étapes justement pour améliorer ce suivi par la télésurveillance. Si on va regarder à l'étranger ce qui se passe, je ne dis pas que le système est mieux, mais ils ont une approche différente. Par exemple, on va davantage inciter les patients à collecter leurs données. Et on va les inciter. Pourquoi? Parce que ces données ont une importance. Elles ont une importance... par exemple, dans la prévention. Vous en parliez tout à l'heure, parce que la prévention, justement, elle va permettre de faire de réduire les coûts pour soit retarder, soit empêcher l'apparition de la maladie. On voit par exemple aux États-Unis, il y a de nombreux programmes qui sont financés par ce qu'on appelle les payers, donc c'est les assurances privées ou voire même les entreprises, qui visent précisément à collecter les données de patients dits à risque pour éviter et mettre en place un certain nombre de programmes de coaching pour éviter l'apparition du diabète, de ce qu'on appelle le reverse diabetes. Donc on met en place des vrais programmes pour éviter que la maladie apparaisse, ou du moins la retarder de 5 ans. Aujourd'hui, précisément en France, et c'est là où vraiment, je tiens à souligner que les assurances, je pense qu'il y a des choses qui se font et qu'elles ressentent effectivement le besoin d'aller sur ce terrain-là. Nous travaillons aujourd'hui avec une assurance pour mettre en place un pilote auprès de 2000 patients prédiabétiques. Identifiés comme prédiabétiques. Absolument. Donc là, on va mettre en place, on va collecter leurs données et mettre en place derrière un programme qui va justement viser à faire de la prévention pour éviter de basculer dans la maladie. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quand même une prise de conscience. Faut reconnaître que pour le moment, ça se faisait pas. La prévention en France, il y a pas vraiment de budget pour ça, et c'est peut-être là justement où il y a une carte à jouer, et l'IoT s'y prête parce qu'elle est là pour collecter ces données, et en les exploitant, on peut effectivement apporter des solutions, des programmes de prévention efficaces.
Alors, les objets connectés ne sont pas en cause dans le débat, ils fonctionnent, il y en a qui sont plus ou moins exotiques, mais en tout cas il y en a qui sont labellisés et fiabilisés, donc ça c'est vraiment important de le dire. Donc vous dites qu'il y a des intentions, vous dites qu'il y a des pilotes, on a le sentiment quand même qu'on aimerait que ça accélère un tout petit peu plus, et comme on arrive à 5 minutes du terme de cette émission, moi j'aimerais poser une question de fond à Jean-François Tripodi, qui a 8 millions d'assurés, qui suit en accompagnement santé. Est-ce que les objets connectés font partie de l'avenir de l'assurance santé? Est-ce que ça va arriver et à quel délai? On est peut-être un peu pressé, mais on aimerait bien peut-être que ça s'accélère un peu, non? Je pense que oui, ça fait partie de l'avenir, mais cet avenir, il faut bien le gérer. Je pense que c'est un des éléments de réponse. Un credo que nous avons pour réussir les services, c'est apporter la bonne information, le bon conseil à la bonne personne, au bon moment et aussi au bon endroit. Ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale. Donc il est certain qu'un objet connecté donne des éléments de réponse à ces 3 questions pour apporter la bonne réponse. Si l'information n'est pas pertinente et n'est pas donnée au bon moment à la bonne personne, elle se diffuse, elle se dilue. Et à partir de là, elle n'a aucun intérêt. On le sait, faire des mailings de masse, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je donne un exemple très rapide dans une autre vie, sur une entreprise que je dirigeais. Nous appelions les assurés sociaux, régime obligatoire, de fonctionnaires, quand les dames avaient reçu une proposition de mammographie gratuite. Rien que le fait de passer un coup de fil, nominativement, ça a augmenté de 30 à 40% le fait de passer la mammographie. Le téléphone, c'est une vieille histoire, il y a 20 ans de ça. Peut-être que demain, des outils technologiques sur d'autres procédures, on pourrait dire c'est aujourd'hui que vous avez besoin d'aller faire un examen, c'est aujourd'hui que vous avez besoin de prendre tel médicament, oui, etc. Peut-être, c'est pas. Voilà, c'est là, c'est maintenant à l'instant, faites-le. Voilà. Donc ça, c'est une vraie utilité. Je voudrais juste attirer l'attention sur un point important dessus, c'est que on collecte des informations de santé, le fameux RGPD, la veille, la donnée de santé est la donnée qui est la plus protégée en termes de sécurité par ce fameux RGPD. Il faut que le soit sécurisé, il faut que le soit stocké dans des endroits qui sont plutôt de droit européen à minima, et non pas d'un droit international, surtout, et je suis désolé de le dire aussi clairement, surtout de droit américain, puisqu'on sait très bien qu'il y a un acte qui est paru sous la signature de leur président, qui fait que du moment que c'est sur un ordinateur américain, on peut capter la donnée. Mais dans ce sens, les choses vont bien et ça amène un rassurement. Je pense que justement l'Europe puisse développer des process et des outils qui seront atypiques et qui sauront apporter le meilleur service. Elles sont stockées où, vos données chez Diabnex? En Europe et en France, oui. De toute façon, pour partager le point de vue de Jean-François sur la nécessité d'être transparent et de sécuriser l'hébergement de la data, qui est essentiel effectivement, puisque si on ne parle pas de données accessoires, on parle de données de santé. Et puis ce sont des réglementations, enfin c'est une obligation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à CIP Santé, voilà. Donc c'est clair dès le départ. Donc c'est clair dès le départ, oui. Alors il nous reste 2 minutes pour conclure, Hélène. Alors votre métier, c'est d'essayer de réinventer un certain nombre de choses, entre autres, je l'ai dit tout à l'heure. On parle d'assurance, donc si l'assureur essayait de se réinventer, s'il s'ouvrait de nouveaux horizons, à de nouvelles approches, en s'inspirant peut-être de disrupteurs d'autres secteurs d'activité, ou en réinventant des usages, on en a parlé dans cette émission, pour devenir une organisation incontournable dans son écosystème, cela donnerait quoi alors selon vous, Hélène? J'ai pas la réponse tout de suite maintenant, parce que si j'avais, Jean-François s'en serait immédiatement emparé. Mais bon, c'est vrai que les IoT, en tout cas, c'est une innovation de rupture, ça va bouger les codes du métier de l'assureur. Et que aujourd'hui, ça va obliger l'assureur de ne plus être juste focus sur son métier, mais d'ouvrir de nouveaux territoires. Alors, moi qui fais de l'innovation, on dit souvent que quand les startups ne trouvent pas leur marché, on les fait pivoter. Peut-être que l'IoT sera ce qui va obliger les assureurs à peut-être pivoter pour trouver de nouveaux marchés. Et ça rejoint ce que disait Jean-François sur les services. Tout ce qui est réglementé d'un côté, ouvrons-nous à d'autres métiers et d'autres services. Une des clés, et je pense qu'on l'a évoqué, c'est le fait qu'on propose des services à valeur ajoutée qui soient adaptés en fonction du type de génération aussi d'assurés auxquels on s'adresse et en partant des usages. Alors, ça peut aussi dire de penser à de nouveaux modèles d'affaires.
avec des partenaires comme les fabricants d'IoT ou même, pourquoi pas, les opérateurs de télécom, à travers les box, à travers le smartphone ou les banques. Aujourd'hui, on a une carte bancaire sans contact. À quand la carte santé sans contact? Mais en tout cas, ça signifie qu'il va falloir qu'on pense écosystème, interdépendance, beaucoup plus large, avec des fabricants, des distributeurs, des assureurs. En tout cas, un écosystème qui soit à la fois capable de designer effectivement ces plateformes d'IoT, capables de les gérer, de les monitorer, de sécuriser l'ensemble des données, mais aussi de les monétiser. Et tout le monde le sait, à partir du moment où on a un certain nombre de partenaires, on va plus facilement accéder à des cibles qui peuvent, dans un premier temps, paraître inaccessibles. On va être capable de proposer des offres différentes. On sera aussi peut-être dans une logique d'accélération grâce à cet écosystème. Et en même temps, puisqu'on parlait des coûts, c'est une façon de sécuriser l'investissement parce qu'il est partagé entre différents partenaires. Très sincèrement, ça permet effectivement de créer une nouvelle relation en symbiose avec des partenaires, et c'est ce qu'ont fait les disrupteurs. Ils sont rentrés dans une plateforme d'économie avec un écosystème et en partant des usages des clients. C'est vrai que, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est de lancer ce laboratoire d'innovation, de rupture, l'objectif étant d'explorer les IoT, ces usages, les expérimenter pour mieux les comprendre avec un objectif qui est celui de trouver des nouveaux leviers de croissance et de business pour le métier, effectivement, des assureurs dans la santé. On a commencé à avoir un certain nombre d'informations et de données à travers les deux ateliers. On va lancer une grande enquête parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre ce que pensent les gens sur le sujet. J'espère que on aura des assureurs complémentaires santé qui rejoindront cette initiative parce qu'on va avoir besoin d'eux pour avancer concrètement et d'une façon opérationnelle, de façon à ce qu'ils créent leur nouveau business. Donc si j'ai bien compris, il reste à trouver les usages, il reste à trouver les modèles économiques et à trouver les écosystèmes. Donc ça va être un petit peu long si j'ai bien compris, mais c'est néanmoins indispensable par rapport au métier de l'assureur santé. Oui, alors c'est vrai que si on trouve les usages, beaucoup plus vite on trouvera le modèle économique. Merci. Je voulais juste ajouter une petite chose, parce que je trouvais intéressant ce que vous disiez, et je pense que ce qui a séduit aussi dans notre proposition de prévention, c'est de mettre des dispositifs qui ne coûtent pas trop cher, c'est-à-dire par exemple on a entre 40 et 100 euros par an, et on met ça au regard des 12 000 euros que coûte un patient diabétique. Donc ça vaut le coup peut-être de mettre en place un programme de prévention pour éviter de basculer dans la maladie. Très bonne conclusion. Merci à vous trois d'avoir été présents sur ce plateau. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci.